Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis soulagé car la saison 2023-2024 de Première Ligue est terminée enfin. Une saison délicate pour nous supporters mancuniens, à force de regarder United jouer tous les week-ends, ça a commencé à devenir long. Mais voilà, c'est terminé, il reste encore un match, hein, c'est la finale d'Emirates FA Cup face à Manchester City. Mais sinon, l'APL, c'est terminé pour cette année. On va débriefer cette rencontre qui opposait Brighton à Manchester United. C'était un match qui comptait pour la 38e et dernière journée de Première Ligue. Victoire des Mancuniens 2-0 à l'American Express Stadium. Diogo Dalot avait ouvert la marque à la 73e minute de jeu. Et la 88e, Rasmus Højlund assure les 3 points. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag terminent 8e de première Ligue. Donc le classement de l'APL, je te l'affiche juste ici. Donc les infos à retenir de cette dernière journée de championnat. City, champion d'Angleterre pour la 4e année de suite. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, tout comme Arsenal, Liverpool et Aston Villa. Aston Villa qui jouera les barrages de C1. Chelsea et Tottenham qualifiés pour la prochaine Ligue Europa. Tottenham 5e, Chelsea 6e. Newcastle 7e, donc nous, pas de Coupe d'Europe, hein, on est 8e de Première Ligue avec 60 points. 18 victoires, 6 matchs nuls et 14 défaites. Hein, un goal average catastrophique, hein, -1 pour les Mancuniens. Donc ce n'est pas suffisant pour jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Après, on est à notre place tout simplement. On est à notre place, vu la saison qu'on a réalisée, c'est tout simplement logique. Hein. Et les 3 équipes reléguées en Championship sont Luton Town, 18e, Burnley, 19e et Sheffield United, bon dernier. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Brighton. La première période a été clairement dominée par les hommes de Roberto De Zerbi. Les Seagulls sont d'entrée mis de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion, du pressing. Techniquement, c'était très très propre. Ça jouait une touche de balle, ça jouait entre les lignes, il y avait de la verticalité. Tactiquement, c'était bien organisé, ils étaient bien en place. Euh, United qui avait du mal à faire le jeu, avoir la possession du ballon, on n'arrivait pas à construire le jeu. Il y avait très peu d'intensité, très peu d'agressivité du côté des Red Devils. Hein. Première période, on n'arrivait pas à se créer une occasion, très peu de créativité. Hein. C'était assez pauvre. Après, c'est un peu logique hein, quand tu alignes un 4-4-2 avec McTominay et Bruno Fernandes comme duo d'attaque. Hein, tu peux pas espérer grand chose. Tu vois, un milieu défensif et un numéro 10 tu peux pas t'attendre à des miracles. Quoi. Donc forcément, offensivement, c'était compliqué. Défensivement, bon, on était plutôt bien en place. Hein. Martinez et Casemiro, ils ont fait le job derrière. Les latéraux également. Surtout Diogo Dalot qui a fait un très gros match sur son côté gauche. Hein. Il a été très très bon le latéral portugais. Brighton qui a eu des occasions, que ce soit avec Adingra, Adam Lallana, Barco ou encore comment il s'appelle le joueur portugais là, João Pedro, oui c'est ça, le joueur de Brighton. Ils ont eu de très grosses occasions, mais ça manquait de précision dans la finition et on a eu un très bon aussi André Onana. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. La deuxième période, Brighton qui pousse pour ouvrir le score. Ils ont failli ouvrir le score vers entre la 50e et la 60e minute avec l'occasion, avec le sauvetage sur ligne de Casemiro, hein, le Brésilien qui a fait une sacrée intervention qui a évité la catastrophe. Brighton qui poussait pour ouvrir, pour ouvrir la marque. Malheureusement, ils n'y arrivaient pas. Les minutes passent. Il y a toujours un score nul de 0-0. Tena qui fait des changements avec les entrées de Johnny Evans à la place de Martinez, qu'il voulait préserver pour la finale face à Manchester City. L'entrée de Raphaël Varane qui disputait son dernier match de Première Ligue avec United, tout comme Sofiane Amrabat. Hein, Amrabat qui, je pense, ne restera pas à United la saison prochaine. L'entrée en jeu également de Rasmus Højlund à la place de Bruno Fernandes. Donc, changement tactique, hein, on change de joueur, on essaie de préserver les cadres pour la finale. Et à la 73e, ça paye, hein, le coaching payant de la part de, euh, de Ten Hag. Hein, les joueurs apportent quelque chose de bénéfique dans le jeu, il y a un peu plus de rapidité, un peu plus de fraîcheur.
73e minute, comme je disais, Diogo Dalot qui ouvre le score sur une magnifique passe en profondeur de Casemiro. Dalot qui a pris de vitesse la défense de Brighton. Et il ajuste parfaitement John Steele d'un plat du pied. Frappe puissante, rien à dire. Un très beau but de la part du latéral portugais. 1-0, donc United qui ouvre le score. Et c'est à partir de là que United a commencé à maîtriser son sujet avec un peu plus de vitesse, comment dire, de précision dans les passes, dans les circuits de balles également. Et à la fin du match, Olun qui fait le break à la 88e. 1-2 avec Christian Eriksen à l'entrée de la surface. Et derrière, le Danois qui fait la différence avec sa vitesse. Et puis il enchaîne avec une frappe puissante, pied droit, ras de terre. John Steele est battu une deuxième fois. 2-0, donc on assure les 3 points. On finit la saison avec une victoire. Mais voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Parce que bon, même si, ok, c'est une victoire qui fait plaisir face à Brighton. Mais ça n'enlèvera pas la saison ratée d'Eric Ten Hag, quoi. Enfin, ça n'enlèvera pas la mauvaise performance des Red Devils cette saison. Même si à la finale, à la fin de la saison de Coupe d'Angleterre, je le répète, c'est un match très important parce que ça va avoir un impact sur ton mercato, sur le mercato, sur les recettes aussi, forcément, parce que c'est important d'avoir de l'argent pour avoir de bons joueurs, d'essayer de convaincre de venir dans ton club, enfin tu vois, de convaincre des joueurs de venir dans ton club. Donc forcément c'est important, tu vois, de gagner cette finale de Coupe d'Angleterre et puis d'accéder à la Ligue Europa la saison prochaine. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a aligné pour ce match. Le 11 de départ se affiche juste ici, donc l'entraîneur néerlandais qui a enfin changé son système de jeu, mais bon, c'est à la 38e et dernière journée qu'il fait ça, complètement stupide. Donc c'était un 4-4-2 avec des ailiers un petit peu plus haut sur le terrain. Avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Casemiro associé à Lisandro Martinez. Martinez qui faisait son retour dans le 11 de départ. Les latéraux, Aaron Wan-Bissaka à droite, Diogo Dalot à gauche. Sofiane Amrabat et Kobe Mainoo au milieu de terrain. Amad Diallo, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et le duo d'attaque, c'était Scott McTominay aux côtés du portugais Bruno Fernandes avec le brassard de capitaine. Les changements effectués par l'entraîneur Batav. Donc, comme je disais, on a vu l'entrée de Johnny Evans en défense à la place de Lisandro Martinez. L'entrée du français Raphaël Varane à la place de Sofiane Amrabat. Christian Eriksen qui a pris la place à Kobe Mainoo au milieu de terrain. Marcus Rashford à la place d'Amad Diallo. Et pour finir, Rasmus Højlund à la place de Bruno Fernandes. Que dire sur cette compo? Bon, le point positif, c'est qu'il change de schéma tactique, mais bon, ce que je reproche, c'est qu'il aurait, à Ten Hag, c'est qu'il aurait dû faire ça bien avant dans la saison. C'est pas à la 38e journée qu'il fallait faire ça. C'est bien avant dans la saison, c'était en milieu de saison, quand tu voyais ton système de jeu, ton 4-2-3-1 ne fonctionnait pas du tout, c'est là qu'il fallait innover, c'est là qu'il fallait changer. Mais bon, je comprends pas. Alors c'est bien, ok, il fait ça avant la finale face à Manchester City, mais quand même, j'aurais bien aimé voir ce genre de choses dans la saison, tu vois. Au moins, bon, je me serais dit, au moins, même si, ok, on fait pas une bonne saison, mais au moins il tente des choses, tu vois, au lieu de s'entêter avec son 4-2-3-1 tout le long de la saison. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Après, les changements, bah, c'est plutôt intelligent. Il conserve Lisandro Martinez. Il fait rentrer Evans, Varane pour avoir un petit peu de temps de jeu également. Varane qui revient de blessure. Christian Eriksen au milieu de terrain également pour avoir quelques minutes également dans les jambes. Marcus Rashford aussi. Non, voilà, et puis Højlund qui est aussi efficace en tant que super sub. Il avait marqué en milieu de semaine face à Newcastle en tant que super sub. Il était rentré en cours de match et il marque. Et là, encore une fois, face à Brighton, il rentre et il marque. Donc voilà, Højlund, pour moi, il a plus ce statut de super sub que de titulaire, quoi, tu vois. Donc moi, je pense qu'on devrait essayer justement de mettre à essayer de faire quelque chose en finale, de ne pas mettre Højlund titulaire et de le faire rentrer en cours de match, tu vois. Essayer de faire quelque chose comme ça pour la finale face à City. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Brighton. Les Seagulls ont eu 55% de possession de balle, 7 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé du côté de Manchester United, 45% de possession de balle, 5 corners, 6 tirs au total, dont 4 tirs cadrés,
hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, la possession de balle était plus en faveur des joueurs de Brighton. En termes d'occasion également, mais United a su faire la différence devant le but, hein. En fin de match, ils ont été un peu plus réalistes. Après, c'est vrai que Brighton peut avoir des regrets sur ton première période, hein. Ils étaient vraiment dangereux. Ils auraient pu ouvrir le score bien plus tôt dans cette partie. Mais voilà, ils ont manqué d'efficacité devant les gages, tout simplement. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici, hein, les tops et les flops. Donc pour moi, le joueur mancunien qui a été le plus efficace, ça a été Diogo Dalot sur son côté gauche. Il a été solide dans ses interventions. Sur les phases défensives, il a été très très bon. Tacle glissé propre, les relances propres également. Offensivement, il faisait de très bonnes choses également. Des centres, ils étaient justes. Ça combinait bien sur son côté. Il a été buteur également, c'est lui qui décante la situation. Donc très bon match de la part de Diogo Dalot, donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Le deuxième joueur qui a été très très bon dans ce match, ça a été Casemiro, défensivement, même si ces derniers temps en tant que défenseur central c'est très moyen. Mais voilà, dans ce match, il a été efficace dans ses interventions, les relances propres, il est passeur décisif sur le but de Dalot justement. Il fait un énorme sauvetage sur sa ligne, hein, en deuxième période. Il fait un sacré sauvetage. Non, très bon match de Casimiro, donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Tout comme Lisandro Martinez qui a fait un très bon match également en défense. Ouais, Martinez, pour son retour, il a été efficace. Le milieu de terrain, Amrabat, Mainou, dans l'ensemble, ils ont été assez corrects. Amrabat qui a fait de bonnes interventions, les relances, elles étaient plutôt propres. Après, ce qui manquait un petit peu, c'est la vitesse. Après, on sait très bien qu'Amrabat, ça n'a jamais été un joueur ultra rapide. On l'a bien vu dès que Brighton jouait en une touche de balle, bah, il était vite perdu, il était vite déboussolé. Mais après, dans l'ensemble, Amrabat a été correct, hein. Mainou également, c'était à peu près la même chose. Mais voilà, le milieu de terrain est c'était un petit peu en difficulté en première période, mais en deuxième période, c'était beaucoup mieux. Les ailiers Garnacho et Amad Diallo, ouais, ils ont été très bons également. Garnacho qui a, qui a essayé d'apporter du danger sur son côté gauche, hein, surtout en première période. C'est lui qui a essayé d'apporter le plus de danger. Il mettait de la vitesse, de la percussion. Après, malheureusement, ce qui lui manque, c'est la finition, hein. C'est vrai que, ok, il fait de bonnes différences. Voilà, il casse des reins sur son côté avec ses dribbles qui sont assez ravageurs. Mais ce qui lui manque, c'est la finition. Tu vois, ce manque de lucidité dans la finition, c'est ce qui lui manque. Et c'est dommage parce que je pense que s'il était plus lucide dans la finition, là, je pense que là, il pourrait tourner au moins à 10-15 buts dans la saison. Pas en première ligue, mais en tout cas comment dire, dans la saison, quoi. Il aurait été à 15, voire même 17 buts, tu vois, s'il était plus lucide devant les cages. Mais bon, c'est pas le cas. Mais en tout cas, dans cette rencontre, il a été correct, tout comme Amad Diallo, qui a été très très bon sur son côté droit, qui a fait beaucoup de différences. Après, des fois, il en fait toujours un petit peu trop dans les dribbles, même si on connaît ses qualités. Il a été bon contre Arsenal, contre Newcastle également. Il est encore une fois décisif face à Brighton, même s'il n'a pas marqué ni délivré de passe décisive, mais c'est lui qui fait beaucoup de différence. Il apporte beaucoup d'énergie sur son côté droit, donc c'est positif. On devrait lui donner un peu plus sa chance, hein. Comme je dis, hein, Amad Diallo, il mérite vraiment d'être titulaire. Excuse-moi, quand je vois ses prestations et les prestations d'un Anthony, par exemple, ou d'un Rashford, moi je me dis, bah, Amad Diallo mérite clairement sa place de titulaire actuellement. Donc Diallo, je le mets dans les tops. Et puis duo d'attaque Fernandez-Rashford, Fernandez-McTominay, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. McTominay qui a fait un match décevant. Après, bon, c'est pas son poste, hein. C'est comme si on critique McTominay, ouais, il n'a pas été efficace devant les cages. Bah ouais, mais bon, les gars, c'est pas son poste. On dit oui, il est transparent. Bah ouais, mais les mecs, tu vas pas demander. C'est comme si tu demandais à un maçon de faire de la peinture ou de l'électricité. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais, il est dans le BTP. Bah ouais, mais il est dans le BTP, sauf que c'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout la même chose, ça a rien à voir. Donc forcément, bah, McTominay, il n'avait pas de repère en tant qu'attaquant de pointe. Donc déjà qu'en numéro 10, c'est compliqué, mais en plus si tu le mets dans un poste en attaque, c'est sûr que ça n'allait pas fonctionner. Et puis Fernandez, bah voilà, on connaît ses qualités également, on sait très bien que c'est pas un attaquant de pointe, on sait très bien que c'est un numéro 10, c'est lui qui a créé le jeu, qui va faire des décalages sur les côtés, qui va distribuer le jeu.
Dans un 4-4-2, bah, on sait très bien qu'il ne va pas du tout s'adapter. Il va avoir des difficultés. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Il était un peu en dessous par rapport à l'habitude. Et puis les remplaçants, voilà, Evans qui a fait une bonne entrée en jeu, Varane aussi. Le seul qui pour moi n'a pas fait comment dire, une bonne entrée, c'est Marcus Rashford qui a été quasiment transparent, qui a pas fait beaucoup de différence. Mais voilà, Oliun qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui rentre et qui marque. Donc voilà, ça fait plaisir pour l'attaquant danois. Qui est au passage inscrit 10 buts cette saison en Première Ligue. Il est à égalité avec Bruno Fernandes. Donc c'est les deux seuls qui ont marqué le plus de buts cette saison en Première Ligue pour Manchester. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Brighton-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Je suis désolé si la lumière, le soleil, il se couche, hein, donc forcément j'ai la lumière dans la gueule. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, hein. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici, hein, mon compte Insta. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.